C'est un jour spécial, une émission spéciale consacrée à la santé mentale. La santé mentale concerne tout le monde, médecin ou pas. Aujourd'hui donc, nous allons parler de psychose, un trouble psychiatrique très tabou qui s'accompagne des hallucinations auditives et visuelles, paranoïa, délire, persécution, bref. La personne atteinte perd tout contact avec la réalité. Nous en parlons avec notre invité du jour, le docteur Michael Toghem. Il est psychiatre en service à la polyclinique Idimed à Douala. Sentez donc vous libre, bien sûr, d'appeler et de poser vos questions en direct pour participer avec nous concernant, bien sûr, la santé mentale. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Nadine, bon après-midi au docteur, bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Docteur Toghem, bon après-midi. Bon après-midi Nadine. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Quotidien Santé. Le plaisir est partagé. Surtout que l'on parle bien sûr de santé mentale. Alors ce jour, nous parlons de psychose. Qu'est-ce que c'est? Bon, comme tu l'as dit précédemment, la psychose, c'est le fait d'être coupé de la réalité. D'accord. Donc maintenant, c'est manifeste par plusieurs symptômes. En l'occurrence, la personne peut voir des choses qui ne sont pas. Elle peut entendre des choses qui ne sont pas. Elle peut, par conséquent, raisonner d'après des schémas que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et avoir des attitudes aussi qu'on ne sait pas d'où ça sort. Donc tout ça témoigne du fait qu'ils vivent dans un univers qu'on pourrait considérer comme parallèle ou qui n'est pas le nôtre. Donc il est déconnecté de la réalité. Donc c'est purement ça la psychose. Alors, et quelles sont les différentes formes de troubles psychotiques? Bon, dans les différentes formes, on va surtout dire les différentes étiologies. Okay? Disons que les étiologies ou causes, les causes les plus fréquentes dans notre contexte, il y a d'abord la schizophrénie, qui est une maladie dont la prédisposition est principalement génétique. Et après, maintenant, il y a celle qui est due aux substances, aux drogues. La principale étant les principaux étant les hallucinogènes. Et le principal hallucinogène le plus utilisé en Afrique, c'est le cannabis. Voilà. Et après, maintenant, même l'alcool peut entraîner des psychoses. Ah ça, bon? il faut le dire. Donc, comment ça tout à l'heure? Comment l'alcool peut entraîner des psychoses? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la psychose est secondaire à la lésion de la partie antérieure du cerveau, qui s'appelle le lobe frontal. Donc, toute lésion de cette partie-là peut entraîner une psychose. Donc, dans le contexte psychiatrique, j'ai évoqué la schizophrénie, j'ai évoqué les substances, mais toutes les lésions à ce niveau-là, que ce soit secondaire à un accident de la voie publique, que vous ayez une tumeur du lobe frontal du cerveau, que vous ayez une syphilis qui soit partie se greffer là-bas, tout ça, ça peut entraîner une lésion de cette partie, et donc la souffrance de cette partie-là est manifeste par une psychose. D'accord. Voilà, oui. Donc, maintenant, à ce moment-là, sur le côté psychiatrique, comme je disais tantôt, il y a les substances, il y a tout le reste, tout ce qui peut liser ça. Et en l'occurrence, l'alcool endommage le lobe frontal. L'alcool, en fait, endommage le cerveau. C'est pour ça que quand je bois, je n'arrive pas à marcher tout droit. Parce que le cerveau qui contrôle l'équilibre, et la partie qui contrôle l'équilibre est déjà atteinte. C'est pour ça que quand quelqu'un boit souvent, il peut faire des choses. Le lendemain, lui en parle, il dit c'est moi qui ai fait ça. C'est pas vrai. Justement parce que l'alcool altère aussi la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire. En l'occurrence, la partie temporale du cerveau qui est responsable d'une partie de la mémoire. Donc, et aussi, l'alcool va entraîner des lésions du lobe frontal qui sont manifestes par des psychoses. Et les autres formes? Oui, il y en a plusieurs, comme la psychose, c'est l'objet du jour. Mais sinon, on peut citer des troubles de mémoire, on peut citer des troubles de la marche. Par exemple, j'ai reçu un patient une fois qui était devenu muet à cause de l'alcool. Et Décidément. il y a tellement d'exemples. J'ai reçu une autre dame qui, chaque fois qu'elle prenait une bière, avait les deux membres inférieurs paralysés parce que les nerfs qui partent au niveau des pieds étaient très lésés par l'alcool. Donc, mais comme l'objet du jour c'est la psychose, on retient surtout que l'alcool peut endommager la partie frontale du cerveau, qui donc va entraîner une psychose. Attention, surtout quand on s'approche du week-end. Donc, excepté maintenant, docteur, les drogués et les personnes alcooliques, quelles sont les autres personnes à risque de développer une psychose? Bon, déjà, il faut dire que s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a fait une psychose, tu as plus de chances que celui dans la famille de qui il n'y a pas eu de cas. D'accord. Pas pour dire que ça ne peut pas t'arriver, mais ça peut pas arriver où il n'y a pas eu de cas, mais quand même, oui, l'hérédité joue un rôle. Okay? Donc, il n'y a personne qui soit épargné. Personne. Ça peut arriver à n'importe qui, bien qu'il y en ait qui soit plus susceptible d'avoir que d'autres. Et en l'occurrence, maintenant, si on a ces vulnérabilités-là, si on est exposé au cannabis, ça pourra déclencher ça. Ça pourra activer ce truc qui était là, qui était dormant et qui ne te dérangeait pas depuis. Donc il y a des gens qui vont halluciner sur le cannabis et par la suite maintenant une psychose pérenne, plus longue, qui va mettre là toute la vie, va se déclencher.
Est-ce qu'un choc émotionnel, déception, peut aussi être à l'origine d'une psychose? Là, on ne va pas dire vraiment à l'origine, mais ça peut être le facteur qui déclenche la manifestation de la chose. Parce que, par exemple, dans le cas d'une schizophrénie, 80% des facteurs qui contribuent à la survenue de la maladie, ce sont des gènes. Donc, on est avec ces gènes. Mais il y a des gars que c'est à 40 ans, c'est à 20 ans qu'ils ont commencé à manifester les symptômes de schizophrénie. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu nais avec tes gènes, mais c'était là dormant, ça ne t'a jamais dérangé. Il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans, jusqu'à mourir, ça ne va jamais sortir. Mais il y a des gens qui va un jour, un événement, peut-être dans ce cas, une déception amoureuse, pourrait être un stress qui sera suffisant pour venir activer ça. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire la maladie. D'accord. D'accord. Et comment, y a-t-il une façon de reconnaître une personne psychotique, ou alors est-ce que la personne même qui souffre de psychose se rend compte? Et comment son entourage peut remarquer qu'il y a un souci? Déjà, ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'habituellement, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème. Et c'est pour ça que souvent, vous allez voir qu'on les attache pour les amener à l'hôpital. Parce que le gars ne sait pas qu'il a un problème. Mais une fois qu'on le soigne, il dit merci de m'avoir amené à l'hôpital. Ça aussi, c'est la preuve qu'on a eu raison de l'amener de force. Donc, mais maintenant, par rapport à comment reconnaître, déjà, habituellement, il faut noter que quand ça commence, vous allez noter une nette différence entre la personne qui était là avant et l'attitude et la personne qu'on découvre aujourd'hui. Donc, et souvent, ce sont des gens, par exemple, voici comment on va réaliser que quelqu'un hallucine. Vous avez remarqué qu'il parle seul. Il parle bien sûr, il voit la personne avec qui il parle, mais vous ne voyez personne. Vous allez seulement voir qu'il parle seul. Parfois qu'il parle seul, il va se comporter comme si, une gestuelle, comme s'il y avait quelqu'un devant lui avec qui il interagissait. Parce que il faut aussi dire, ça nous arrive à tous de parler seul. Mais sa façon de parler seul est différente. Parce que justement, il y a cette gestuelle-là qui va avec, il a vraiment l'air d'interagir avec quelqu'un. Le ton également. Oui, justement. Il peut même aller jusqu'à s'énerver. Effectivement, voilà. Oui, ça c'est vrai. Et quand tu vas lui poser la question, tu parles à qui? Si tu es assez subtil, au début, ils vont dire. Oui. Au début, ils le disent. Mais quand, au début, ils se rendent compte qu'on se moque de quoi, on ne les croit pas. Parce qu'ils sont gênés, dû aux réactions. Souvent, quand on va leur poser la question, ils vont dire non, laisse. Ils vont dire rien. Je ne parlais pas des trucs comme ça. Parce que justement, ils ont commencé à s'adapter dans leur maladie. Mais quand ils n'ont pas eu ces adaptations-là, il va te dire que non, il y a telle personne là-bas, il me agace depuis. Depuis, je lui parle, il ne comprend pas. Oh, il m'a menacé. Mais bon, c'est clair que toi, tu ne vois personne. Effectivement. Voilà. Donc, la signation souvent manifeste par ça. Tu vas voir souvent un gars qui va te dire que la nuit, quand il dort, il y a des gens qui viennent faire le bruit à la fenêtre. Si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui dort dans la même chambre que lui, tu lui demandes que tu entends souvent les gens là. Il va te dire que non. Il va te dire que toi, c'est que... Donc, tu te rends compte que dans un environnement où il est avec plusieurs personnes, lui, il entend des choses, il peut même réagir en conséquence, parce qu'il va me dire qu'il va même sortir, aller bavarder du comme, mais pourquoi vous ne me laissez pas dormir, des trucs comme ça. Pourtant, l'autre va être étonné que mais il parle de qui on était ici. On est taxé parfois des sorciers, on va dire parfois que voilà, ce sont des pratiques mystiques. Ce sont des gens qui sont venus m'attaquer dans la nuit, les sorciers qui me poursuivent, comme dans Mukwayo. Voilà, Mukwayo avait le marteau. Voilà, donc, c'était une hallucination. Ok. Et peut-être que ça avait été déclenché dans son cas par le contexte récent de ces conditions dans la réunion. D'accord. Voilà, on va permettre aussi aux auditeurs et téléspectateurs de participer avec nous. Florence, les codes d'accès. Oui, Nadine, les codes d'accès sont le 670 54 70 49, le 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. On ne le dira jamais assez. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous appelez. Donc, soit vous vous éloignez, soit vous baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Cette consigne, c'est surtout pour vous, pour pouvoir bien communiquer avec le médecin afin qu'il réponde bien à vos questions. Oui, docteur, on va poursuivre avec notre entretien. Alors, on a eu un cas, si je faisais sur nos antennes, une patiente atteinte, une jeune fille, atteinte de psychose chronique. On va bien sûr évoquer de quoi s'agit-il exactement. La jeune fille qui sortait de la maison pouvait faire 2-3 jours, 6 mois, et elle parvenait après à revenir à la maison, et après même 4 ans. Alors, comment comprendre? Non, en fait, c'est souvent très simple quand vous avez le patient. Oui. Il va te dire qu'il y a telle personne-là qui va me dire que si tu ne me suis pas, je vais tuer tes parents. Et par souci de protéger ses parents, il suit cette personne-là qui en fait est une personne qui n'existe pas. Une personne qu'elle est la seule à voir. Oui, c'est l'hallucination en fait. Donc quand vous causez avec, vous allez trouver des explications très basiques. Que telle personne a dit que si je ne le suis pas, je suis mort. Telle personne a dit que si je ne le suis pas, il va tuer ma mère. Telle personne a dit que si je ne le suis pas, et c'est comme ça qu'elle sort. Habituellement, dans le contexte de psychose, les personnes vont sortir soit parce qu'ils ont reçu des instructions, ou alors ils vont marcher le contexte d'automatisme. Ils marchent, on leur dit que tu pars où? Il va te répondre clairement, je ne sais pas.
le psychotique ne sait pas pourquoi il fait. Ou alors il accuse une hallucination. C'est ça le schéma typique. Pourquoi tu es parti, je ne sais pas. Tu pars où, je ne sais pas. Mais il fait quand même. Parfois, il dorme dans la rue. Oui, ça arrive. Parce que, je vais vous prendre un exemple. J'ai reçu un patient de 45 ans qui, on l'amène parce qu'à la maison, il a sorti tous les effets de la maison. Il a balancé sous la pluie les cahiers des enfants. Il part, il s'enroule dans la rigole au quartier, il mange le sable. Il se déshabille tout nu, il s'enroule dans la rigole. Il nage, il fait comme s'il nageait, il mange le sable. Et donc, quand je lui demande, qu'est-ce qui se passe, on m'a dit que tu as pris les effets avec les cahiers des enfants, tu as fait ces divorces sous la pluie. Il me dit que ils sont 3 là qui me suivent partout. Et ils m'ont dit que je dois enlever toutes les pièces de 5 francs qu'il y a dans la maison. Sinon, ils vont tuer mes enfants. Il ne le faisait pas souci de protection pour ses enfants. Parce que ces gens-là, il les voit. Pour lui, ils sont vrais. Ils sont réels. Et s'il ne fait pas, il craint des conséquences parce qu'on lui a dit ce qui va se passer. Donc, à ce moment-là, quand il entre dedans, il se rend compte que quand il ouvre le cahier des enfants, il voit les pièces de 5 francs dedans. Ça aussi, c'est une hallucination. Et partout où il voit des pièces de 5 francs, il faut qu'il balance ça dehors. D'accord, on va prendre un auditeur, Florence. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, deux mots depuis Miboman. Oui, monsieur Bimo. Allez-y, posez votre question. Pardon? Allez-y, posez votre question. Oui, j'aimerais savoir, docteur, comment faire pour arrêter pour ceux-là qui prennent des stupéfiants. Je voulais savoir comment faire pour arrêter. D'accord. Okay. Bonne question. Oui. En fait, déjà, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que... Par exemple, comme de l'alcool, la drogue, la cigarette aussi. Ok, d'accord. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans la prise en charge de la consommation de stupéfiants, il y a plusieurs étapes. D'accord. Il y a un gars qui va goûter à l'alcool une fois. Si on lui dit que c'est pas un bon truc, ne reprend pas. Très facilement, il pourra arrêter. Il n'a pas d'accroche. Il a juste pris une fois. Ok. Tout comme celui qui a goûté au cannabis une fois. Il n'a pas d'accroche. Et à ce moment-là, il peut halluciner bien qu'il ait pris une seule fois. Mais comme il n'y a pas d'accroche, il va tout de suite ça abandonner. passe. Voilà, il peut facilement abandonner s'il comprend la pertinence d'abandonner. Maintenant, pour celui qui a déjà pris goût. Maintenant, celui qui a pris goût, qui a du mal. Et là, on parle justement de dépendance. Ouais. Donc, maintenant, la dépendance, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle léger, modéré, sévère. Et la prise en charge est fonction de la substance impliquée. Parce qu'il y a des substances qui sont plus accrocheuses que d'autres. Il y a des substances pour lesquelles on a des médicaments qui sont efficaces. Et ce n'est pas forcément le même médicament en fonction de la substance. Voilà, oui. Donc, ce qui fait que le plus simple à ce moment-là, c'est de consulter. Quelle que soit la substance à laquelle on est dépendant. On est dépendant, oui, c'est de consulter. Mais le B.A.B.A., ce que je recommande aux gens, même avant de consulter, c'est que si tu observes que quelque chose envahit ta vie, ça te détruit, tu essaies d'arrêter. Tu vois, tu essaies toi-même d'arrêter, tu essaies d'avoir des stratégies pour éviter ça. Et c'est quand ça échoue que tu comprends que non, ça va dépasser, c'est le temps de voir un professionnel. Okay? Parce qu'il y a beaucoup là que, sur le coup, quand tu es conscient, tu essaies, tu peux arrêter. Mais si toi tu essaies, ça ne marche pas, c'est que peut-être c'est au stade où il faut voir un professionnel pour te faire aider. Un psychologue, un psychiatre. Non, en fait, le pneumologue, c'est un médecin qui agit sur l'organe. Oui. Okay? Donc, il pourra aider à réparer ce qu'il y a d'organique, mais il n'est pas vraiment... Ils peuvent avoir souvent des compétences dans le côté addictif, mais ils ne sont pas vraiment bien placés pour gérer l'addiction. Parce que l'addiction, c'est un processus mental. D'accord. Parce qu'il faut donner un exemple, je me rappelle. Quand vous dites, par exemple, aux États-Unis, on va vous dire que la première cause de décès, quand quelqu'un sort de prison, c'est l'overdose. Et ça, c'est un fait qui fait que les gens, très souvent, quand on veut faire arrêter la prise de substances par un proche, on commet des erreurs fatales. Parce qu'il faut dire une chose, dans la consommation de substances, il y a 2 choses qui tuent. La première chose, c'est l'overdose. La deuxième chose, c'est le manque. Pour que vous compreniez à quel point ça peut être dangereux d'arrêter chez certaines personnes. Oui. Quelqu'un peut arrêter, il meurt. C'est pour ça que souvent, le gars est prêt à tout pour avoir sa substance. Et quand tu as compris ça, tu comprends donc que bon, c'est pas... Il ne faut pas jeter l'index éco, pourquoi tu retournes, tu vois ça, tout ça. Il faut qu'il se fasse aider. Il faut s'accompagner, effectivement. Voilà. Et quand les gars sortent de prison, justement, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils font des overdoses. D'accord. Et après 5 ans, donc, l'enfermer, juste, c'est pas suffisant. Comme souvent, on enferme, là. C'est pas suffisant. Parce que même après 10 ans de prison, ils sortent, ils prennent toujours. Faites-vous donc accompagner monsieur, rencontrer un psychologue ou un psychiatre pour avoir juste solution à votre problème. Florence. Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, c'est monsieur Bouraï du Liziaman. Oui, monsieur Bouraï, allez-y, posez votre question.
Bertrand Bonzini, Oui, il a madame. le retour, hein, ce sera un peu très difficile, ça va nous faire perdre un peu de temps, hein, Florence. Je Oui, pense qu'on a alors. dit aux téléspectateurs, auditeurs, éloignez-vous de votre poste récepteur Ou pour qu'on alors puisse baissez gagner totalement en le temps. volume avant d'émettre votre Effectivement. appel. C'est surtout pour votre bien. Effectivement. Docteur, on va poursuivre bien sûr avec notre entretien. Est-ce que le public assimile véritablement cette psychose comme étant une maladie, un malaise, ou alors qui On relève mystifie du toujours la mystique, chose. qui mystifie? Est-ce qu'ils viennent véritablement se faire consulter ou alors ils préfèrent aller voir ailleurs? Bon, il faut dire qu'actuellement au Cameroun, la plupart du temps, on pense que c'est mystique. D'accord. Quand bien même on vient consulter, c'est soit après avoir consulté des recours, des tradipraticiens. En fait, je n'ai rien contre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et parfois même on vient consulter le psychiatre et on peut encore voir le tradipraticien. Je n'ai rien contre. Il faudrait surtout que chacun prouve qu'il est efficace. Malheureusement, ce sont des trucs qui ne sont pas structurés. Il y a des autoproclamés là-dedans. Et même si le médecin est autoproclamé, ce ne serait pas une bonne chose de le consulter. Parce que si tu ne peux pas dire dans quel école tu as été formé ou tu as eu ton diplôme de médecine, ce ne serait pas sage de venir consulter chez toi. Donc c'est ça le problème aussi que j'ai souvent avec les tradipraticiens. On ne sait pas où ils ont eu leurs compétences, quelle légitimité ils ont. Et C'est quand un ça se don. passe mal, on va accuser les esprits. Personne n'est responsable quand des actes On qui n'assume posent. pas les On conséquences. n'assume pas. Pourtant, un médecin se doit d'assumer les conséquences des actes qu'il pose. D'accord. Et ça peut entrer dans la légèreté quand il n'y a pas cette cas. Donc, il y a cette conception-là qui est traditionnelle. Et ce que je dois dire, c'est que on peut quand même se permettre d'avoir un doute par rapport à cette façon de raisonner-là. Pourquoi? Oui. Parce que si on compare les peuples, même aujourd'hui, même en Europe, il y a encore des gens qui pensent que c'est mystique. Des Européens, on pourrait croire qu'ils sont plus avancés sur ces questions-là. C'est vrai, beaucoup ont compris, mais il y en a toujours qui pensent que c'est mystique même là-bas. Mais il faut quand même reconnaître que plus les gens ont accès à ces services-là de qualité, et à la fin on finit par banaliser, parce que chaque fois, quand on a accès à ces services de qualité, on y va, on est soigné. C'est tout ce qu'on veut. Peu importe les explications qu'on donne là. Si quelqu'un part à l'hôpital, il est guéri. Ça va, il reste tranquille. D'accord, on va prendre de l'auditeur, Florence. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, c'est Gertrude Adola de Pignala. Oui, Gertrude, allez-y, posez votre question. Oui, merci beaucoup. Je suis intéressée par cette émission et je me rends compte qu'on ne peut pas souffrir de cette maladie. Et longtemps, je suis chez le psychologue, chez le neurologue. Alors, je ne savais pas que c'est un problème psychologique. Qui parle d'une clé USB installée sur lui, il voit les gens, on le menace, et ainsi de suite. On n'a jamais pensé à la psychologie. Catherine, maintenant vous pouvez. C'est tout à fait là où je peux consulter, il peut venir en consultation chez le psychologue. Docteur, le psychiatre principalement, docteur Michael Togem, il consulte bien sûr. Il consulte à la polyclinique Idimed à Douala. Donc vous pourrez ici appeler à la fin de l'émission pour avoir le contact. Mais sachez déjà que docteur Michael Togem consulte à la polyclinique Idimed. Donc vous pouvez aller là-bas, prendre des renseignements pour avoir un rendez-vous ou appeler à la fin de l'émission. Florence, on n'a plus assez de temps, malheureusement, un sujet assez vaste et dense. Oui. On pourra bien sûr. Je vais quand même donner une information pour clôturer. Oui. La schizophrénie, qui est la principale cause de psychose dans le monde, concerne 1% de la population. Et c'est la même proportion partout. Au Cameroun, au Tchad, en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, c'est la même proportion partout. D'accord, donc on comprend bien qu'on peut guérir d'une psychose. Ça, c'est oui, la réponse, elle est formelle, c'est oui. Quel que soit le moment de la consultation, si on va tôt ou tard. Ce qui est sûr, que plus on vient tôt, plus c'est facile à guérir. Mais jusque-là, même après 20 ans, on peut en guérir. Le traitement peut durer combien de temps en moyenne? Ça dépend vraiment de la cause. Oui. Si l'étiologie, c'est la schizophrénie, c'est un traitement à vie. Mais on peut avoir une vie normale, comme pour un patient qui est hypertendu ou diabétique. On redevient entièrement normal, mais quand tu prends ces médicaments, on garde sa santé. Mais si c'est un truc comme secondaire, une prise de cannabis, c'est une affaire de 3 jours. S'il n'est pas dépendant, s'il est dépendant, c'est plus complexe. Si c'est une psychose aiguë, c'est une affaire de 2 semaines à 1 mois. Donc ça dépend vraiment de la cause. Et ça peut aussi être, comme on l'a dit, quand tu as une syphilis, ça va durer le temps de soigner cette syphilis-là. C'est un traitement de peut-être 21 jours. Donc vraiment, c'est fonction de la cause. Merci, docteur Michael Togem. On aura bien sûr l'occasion d'explorer les autres points, bien sûr, de cette santé mentale, notamment la psycho. Merci d'être venu ce jour édifier le public. Florence, bon après-midi. Merci également à la grande équipe technique, Bertrand Bonzini, Jonathan Babiola, Marlise Mikoumou. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.